Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 16 avril 2024, dont voici les grands titres. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle, dénonce l'arrestation aux allures d'enlèvement de Sandra Muhoza, journaliste des médias Numbero FM et La Nova, survenue samedi dernier. Une arrestation jugée arbitraire et qui, pour cette organisation de la société civile, ne fait que continuer à ternir l'image du pays. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre l'esclavage des enfants. Dans ce journal, nous allons voir ensemble comment se présente la situation des enfants au Burundi et dans les camps des réfugiés burundais situés dans certains pays de la sous-région. Dans ce journal, nous allons également vous parler des lamentations de différents cultivateurs de maïs qui s'indignent de n'avoir pas encore obtenu les frais de vente de leur production 5 jours après la date butoir donnée à la Nagisa pour qu'elle achève tous les paiements. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un vieil homme de 70 ans a été découvert dans la matinée de dimanche dernier au niveau de la sous-colline Kadjaga, colline Gakana, zone Kirundo rurale. Nous sommes en province de Kirundo. La victime aurait été tuée sur base des accusations de sorcellerie. Les habitants de cette localité souhaitent que le comportement de ce faire justice soit banni, car il pourrait permettre d'ôter la vie à de nombreuses victimes innocentes. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Samedi matin de la semaine passée, Ngendango Owe, un septagénaire de la sous-colline Kadjagé, était allé dans la zone Mokéegwa. Selon les sources de la RPA sur la colline Gakana, Ngendango Owe n'est plus revenu à la maison. C'était samedi, le jour de son assassinat. Il était allé dans la zone Mokéegwa. De son retour, il n'est pas rentré chez lui. Nous, habitants de Gakana, demandons que justice soit faite, qu'il y ait une enquête minutieuse, car même la machette qui a été utilisée pour le tuer a été déposée tout près de son corps. La source de la RPA indique que le septagénaire Ngendango Owe a été trouvé mort le matin de dimanche. Il ajoute qu'il était accusé de sorcellerie. Le bien Ngendango Owe a été tué à l'aide d'une machette. Le motif de sa mort serait qu'il était sorcier. On a trouvé son corps le matin de dimanche. La criminalité n'a plus de nom. Et cette attitude de se faire justice doit cesser. Sinon les gens vont s'entretuer et il y aura beaucoup de victimes petit à petit. Les habitants de la colline Gakana dans la province de Kirundo demandent qu'il y ait des enquêtes minutieuses et que le meurtrier soit arrêté et jugé selon la loi. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé et en page droits de l'homme, à part que des arrestations aux allures d'enlèvement constituent une violation des droits humains, ces actes déshonorent aussi le Burundi. C'est du moins la réaction du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle, après plus de 3 jours que la journaliste Sandra Muhoza, qui travaille pour les médias Numbero FM et La Nova, ait été arrêtée par des agents du service national de renseignement et conduite dans un endroit que la famille ignore jusqu'à présent. Cette organisation qui milite pour le respect des droits humains demande aux différents défenseurs des droits de la personne humaine et surtout la CNIDH de suivre de près le dossier de cette journaliste afin qu'elle ne soit pas malmenée. Écoutons Gordien Nyungeko, il est le secrétaire exécutif du FOCODE. Le FOCODE a appris qu'en date du 13 avril 2024, Sandra Muhoza, journaliste de la radio Numbero FM et du journal La Nova, aurait été arrivée arbitrairement détenue par les forces du service national de renseignement sous des prétextes non divulgués après un rendez-vous avec un homme d'affaires influent en Ngozi, Marc Manirakiza, connu sous le nom de Pochen. Depuis, sa localisation exacte reste non confirmée et les détails de son arrestation sont enveloppés de mystères et d'irrégularités, suscitant une grave préoccupation quant à sa sécurité et au respect de ses droits fondamentaux. Le FOCODE lance un appel vibrant au président Evariste Ndayishimiye à prendre des mesures immédiates et concrètes pour assurer la transparence et l'équité dans l'affaire de Sandra Muhoza. Nous exigeons la libération immédiate de Sandra
Muhoza si aucune preuve crédible justifiant sa détention n'est présentée conformément aux lois nationales et internationales. Le FOCODE recommande au président de la République l'enquête indépendante et transparente sur les circonstances de son arrestation et de sa détention impliquant les observateurs d'être pour garantir son impartialité. Le FOCODE exige également au président de la République la protection de Sandra Muhoza contre la torture et toute forme de mauvais traitement conformément à la Convention contre la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, le FOCODE demande au président de la République un accès pour sa famille et ses avocats au lieu de détention de Sandra Muhoza pour leur permettre de vérifier son bien-être et de préparer sa défense. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, le FOCODE demande également à son président, M. Sixivini Nimuraba, de visiter immédiatement le lieu de détention pour inspecter les conditions de détention et d'assurer que Sandra Muhoza est traitée conformément aux normes internationales de droits de l'homme. Nous lui demandons également de surveiller l'enquête sur son arrestation et veiller à ce que tout le procès soit conduit de façon juste et ouverte, permettant une surveillance civile et médiatique complète. Et le régime en place du CNDD-FDD va bientôt spolier les terres d'une partie de la population en passant par la Commission Vérité et Réconciliation. Les spoliations vont s'opérer sur base de compétences exorbitantes en matière judiciaire récemment attribuées à cette commission. C'est du moins les propos du défenseur des droits humain et en même temps juriste de formation, Maître Janvier Bigirimana. Une réaction consécutive à l'adoption du projet de loi qui donne à la Commission Vérité et Réconciliation le pouvoir de prendre des décisions judiciaires et ce sans qu'aucun recours ne soit permis. Nous avons appris avec plein d'étonnement que le pouvoir politique en place vient de doter de la CVR des compétences exorbitantes en matière de décision judiciaire, en ce sens que les compétences qui étaient attribuées à la Commission nationale Terreo et Trébier viennent d'être transférées à la CVR sans tenir compte de ce que prévoit la Constitution burundaise, mais aussi la nature de la CVR, dont l'objectif principal était de rechercher la vérité, l'établissement des faits historiques par rapport au passé douloureux qu'a connu le Burundi, et tout sera conformément aux dispositions pertinentes de l'accord d'Arusha. Ces compétences de rendre justice dans des dossiers aussi sensibles que ceux en rapport avec la propriété foncière sont susceptibles d'apporter un autre lot de malheur au Burundi. Nous savons que la CVR est devenue un outil politique qui est utilisé à sa guise par le régime du CNDD-FDD. Au niveau de l'article 210 de la Constitution, il est clairement précisé que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de comprendre que le pouvoir politique puisse s'adonner le droit de permettre à ce que la CVR devienne un organe qui rende des décisions qui devaient normalement revenir aux cours et tribunaux du Burundi. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Ce mardi, le président Évariste Ndayishimiye a accueilli Hubert Haddad, le consul honoraire du Burundi en Israël. Mais cet homme d'affaires français a été détenu dans une affaire de corruption impliquant des millions de dollars. Et Mimni Wasumba nous en dit plus. L'un des récents procès dans lesquels Hubert Haddad a été impliqué est celui de la cour d'appel de l'île de Tahiti qui s'est déroulé les 28 et 29 février dernier. Selon le journal Tahiti Info, l'homme d'affaires français Hubert Haddad a été accusé de corrompre l'ancien directeur général de la société Environnement Polynésien, CEP en sigle, pour décrocher des contrats juteux de sa société 2H, même si son avocat a balayé d'un revers de la main toutes les accusations, expliquant qu'il n'y avait aucune preuve. L'avocat général, lui, a réclamé la confirmation de la peine prononcée contre Hubert Haddad en première instance, soit 4 ans de prison et l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant 5 ans. La cour d'appel rendra sa décision le 16 mai prochain. Selon le journal Tahiti Info, Hubert Haddad apparaît aussi dans l'affaire récemment relancée par le tribunal de Paris. Selon le journal RNZ,
la plus haute juridiction française a relancé la plus grande affaire de corruption de Polynésie française, classée sans suite. Il y avait près de 3 ans, selon le tribunal de Paris, en considérant que les délais de prescription avaient été dépassés, la justice de Tahiti avait mal compris les textes concernés. C'est donc cet homme d'affaires français Hubert Haddad, cité dans ces grands dossiers de corruption et de détournement de fonds, qui est le consul honoraire du gouvernement burundais en Israël et qui a été reçu en audience ce mardi par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Sur son compte X, la présidence précise que Hubert Haddad était accompagné d'un investisseur émirati, Nitesh Gupta. Selon toujours la présidence, leurs échanges ont porté respectivement sur le renforcement de la coopération et des investissements au Burundi. Merci à toi, Émile Nivasumba. Et la promesse donnée aux cultivateurs de maïs par le gouvernement, selon laquelle il va acheter toute leur production de maïs à un bon prix, et le fait de les empêcher de vendre une partie de leur production chez de simples commerçants ne les a rien fait gagner à part l'enregistrement d'énormes pertes. Selon des cultivateurs de maïs qui se sont entretenus avec la RPA, leur espoir qu'ils allaient enfin toucher leur argent n'a duré que le temps de la rosée, car ils se sont vus obligés de reprendre leur production sous prétexte qu'il y a un manque d'argent pour leur paiement. Ils demandent ainsi au gouvernement de ne plus s'immiscer dans la gestion de leur production, ce qui pour eux leur permettrait de survivre grâce aux récoltes qu'ils ont obtenues. Car le ministre a ordonné à la Nagesta de payer les agriculteurs. Ce dernier avait bien accueilli le message, mais depuis mercredi, ceux qui sont chargés d'acheter nos maïs ont vite sorti un communiqué comme quoi il faut venir récupérer notre production car il n'y a pas d'argent pour les payer. Nous avons été étonnés de voir comment on peut ignorer un ordre donné par un ministre, quelqu'un qui est respecté par tout le monde. Nous avons toujours faim. Ceux qui sont souples ont déjà récupéré les maïs. Nous n'avons aucun autre choix, nous sommes toujours dans la pauvreté, rien n'a changé favorablement, plutôt nous sommes affectés émotionnellement, vu que nous avions mis en tête que bientôt l'argent allait être disponible, mais en baie. Maintenant, on nous dit de récupérer nos maïs, pas d'autre choix qu'aller les vendre pour 1000 francs si nous trouvons qui voudra les acheter. J'avais des plans qui deviennent du coup réalisables. C'est une grande perte. Il faut trouver un autre marché pour réaliser nos projets. Il faut vraiment que le gouvernement achète nos maïs comme prévu. Nous demandons au gouvernement de nous laisser notre libre choix car il s'agit de vendre notre production. Nous contractons des dettes pour cultiver et parce que nous avons un projet, nous cultivons parce que nous prévoyons quelque chose d'autre se procurer dans notre champ. Par exemple, comment allons-nous vivre si nous ne vendons pas? On va mourir de faim. Ce que nous demandons au gouvernement, s'il fixe un prix officiel et que nous, les agriculteurs, nous lui donnons notre production, qu'il essaie de nous payer à temps, sinon c'est nous qui perdons s'il se met à garder longtemps notre argent. Il faut aussi penser à la cherté de l'engrais utilisé et la vie chère dans laquelle nous vivons. Il faut que le gouvernement mette des salariés car, voyez-vous, il nous a promis un prix de 1700 le kilo, mais voilà que nous manquons même 1500 francs. Il fallait nous laisser vendre comme d'habitude car le marché était bon. Avec ça, on pouvait s'acheter une vache, des abus et autres, mais aujourd'hui, nous n'avons même pas d'abus pour porter. À titre de rappel, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha avait ordonné il y a une semaine à la Nagesta de payer dans 4 jours tous les cultivateurs de maïs qui attendaient toujours leur argent, mais aucune suite n'a été réservée à ces recommandations. Et je vous le disais en titre, le monde célèbre ce 16 avril la journée internationale contre l'esclavage des enfants.
Au Burundi, l'esclavage des enfants se remarque dans l'exploitation des enfants en leur faisant accomplir des tâches qui dépassent leur aptitude. Un des défenseurs des droits humains qui s'est entretenu avec la RPA confirme que cette exploitation des enfants existe toujours au Burundi et relate les domaines dans lesquels les enfants subissent de l'exploitation ainsi que les conséquences sur leur vie. Écoutons-le. uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku bijyanye n'agateka k'umwana aho aherereye hose. C'est une journée d'une grande importance sur les droits des enfants, quel que soit où ils se trouvent. Mais j'aimerais vous dire que même si les gens pensent que l'esclavage n'est pas comme celui des années passées, aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage. Par exemple, ici au Burundi, il y a des enfants qui ont moins de 10 ans qui sont exploités dans les travaux qui dépassent leur âge. C'est suite à la pauvreté dans les ménages, mais il y a d'autres causes. Par exemple, il y a des enfants qui sont exploités là où on écrase des pierres. On y trouve des enfants qui portent des fardeaux de sable ou de pierre, mais aussi des enfants qui travaillent dans les ménages. Et les patrons sont des parents qui ont des enfants. Des fois, ces enfants ont moins de 10 ans. Ces enfants sont de l'intérieur du pays et se rendent dans les villes. Il y a d'autres enfants exploités dans les travaux de restaurants où ils travaillent toute la journée et le soir. Au lieu d'aller dormir, on leur exige de préparer le matériel qui sera utilisé le lendemain. Il y a également un autre groupe d'enfants exploités dans le commerce. Ils vendent des œufs, des arachides et autres articles au lieu d'aller à l'école pour préparer leur avenir. Ces enfants grandissent très mal et les conséquences pour ces enfants sont très nombreuses. Ils n'ont pas d'espoir de la vie. Suite à cela, ils ne contribuent pas dans le développement parce qu'ils n'ont pas été. Autre conséquence, même si le corps de ces enfants a des anticorps qui résistent, cela tombe souvent malade. Il y en a même ceux qui meurent. Autre chose, quand il leur arrive de ne pas supporter le fardeau de ces activités, certains deviennent des enfants de la rue ou consomment des boissons très alcoolisées ou même la drogue. Ntibajya abana muca bona bagaca bahinduka abana bo mw'ibarabara bagaca bihereza inzoga zikaze ibiyayuramutwe n'ibindi n'ibindi. Restons sur cette célébration de la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants et en donnant en Tanzanie au camp des réfugiés burundais d'Onduta où les jeunes filles sont les plus menacées. De mauvaises conditions de vie, en l'occurrence la pauvreté et la famine, sont les principaux facteurs qui entraînent les enfants, surtout les jeunes filles, à s'adonner aux travaux non proportionnels à leur aptitude physique ainsi qu'au vagabondage sexuel. Suivez ce témoignage d'un réfugié d'Onduta qui s'est exprimé sur nos micros. Kubera ubuzima abana baba babayemo bararengerwa musanzwe mubona haba uko kwiga amashuri. Suite à de mauvaises conditions de vie, les enfants sont débordés. Avoir des conditions inadéquates et inconfortables d'études, de ratio alimentaire ou encore vétusté, il serait rare de constater un enfant qui porte des chaussures nombreux, marche pieds nus et en arbre. La vie au cas est tellement précaire, personne ne s'épanouit. Les parents n'ont aucune voie de sortie pour sauver la vie de son enfant. Ces enfants ne parviennent plus à supporter leur sort et les parents assistent à la scène impuissamment, surtout que la communication devient interrompue. Aucune plaidoirie n'est mise en exergue. Exemple typique, une jeune fille de 14 ans tombée enceinte et s'est adressée à l'agence de l'ONU, on lui a envoyé à l'ONG IRC. À tous ces bienfaiteurs, la réaction se focalise sur la résolution de rapatriement et c'est tout. Ce ne sont que des Tanzaniens qui collaborent avec ces organisations onusiennes et humanitaires. Bref, aucun recours n'existe. Undi muntu aba ariko arayikoramo bababwira yuko ari uguhunguka bose nta bufasha na butoya nta n'umuntu n'umwe ashobora kubavugira hari ngaha. Quittons le camp d'Onduta pour se rendre à Nakivale, un autre camp des réfugiés burundais situé en Ouganda. Là-bas, l'esclavage des enfants s'y manifeste également. Selon certaines sources, ces dernières indiquent que des parents incitent leurs enfants à aller mendier plutôt que de les encourager à se rendre à l'école pour se préparer à un avenir meilleur. Écoutons plutôt l'un des réfugiés du camp de Nakivale situé en Ouganda. L'esclavage des enfants est remarquable ici dans le cas de Nakivale parce que il y a certains parents qui ont une mauvaise pratique d'envoyer leurs enfants
dans les différents villages qui sont considérés comme les villages riches pour manger. On voit beaucoup des enfants qui circulent dans les villages comme Sangano, Éthiopie, New Congo, Gashojwa, Kigali. Les enfants qui font la mendicité pour le reste de la famille. Aussi les enfants qui sont encouragés par leurs parents. La majorité de ces enfants qui sont utilisés par leurs parents dans la mendicité sont des petits enfants âgés de 5 à 12 ans qui devraient être sur le banc de l'école. Ces enfants disent qu'ils viennent de Kawazane Kibati, il y a un centre d'accueil pour les nouveaux réfugiés ou bien pour les demandeurs d'asile. Donc nous demandons aux responsables du camp de sensibiliser ces parents pour envoyer leurs enfants à l'école, aussi si c'est possible d'opinier ces parents qui font cette mauvaise pratique. Aussi, si rien n'est fait, je pense qu'il y aura des conséquences pour ces enfants, parce que la mendicité est une mauvaise pratique pour les enfants. Page environnement à présent, le gouvernement burundais devrait déclarer que le pays est confronté aux catastrophes naturelles et prendre des mesures qui s'imposent. Déclaration de Gabriel Lufiri, président de l'OLUCOM, après une descente effectuée ce mardi au niveau des zones inondées par la montée des eaux du lac Tanganyika, mais aussi par le débordement de la rivière Lusidi. Pour Gabriel Lufiri, le gouvernement pourrait par la suite demander l'intervention de ses partenaires et ainsi passer à la délocalisation des habitants qui vivent dans les zones à risque. Je vous propose d'écouter Gabriel Lufiri, il est le président de l'OLUCOM. Nous pensons qu'il est extrêmement urgent de prendre des mesures qui s'imposent pour que cette situation vraiment soit éradiquée. C'est très difficile de l'éradiquer, mais il y a des mesures qu'il faut prendre. Parmi les mesures à prendre, il faut d'abord que le gouvernement se réunisse dans l'urgence en Conseil des ministres pour déclarer cette situation comme une situation d'urgence. Et avec cette déclaration, il y a des mesures qui vont accompagner cette déclaration. Par exemple, rassembler les partenaires du Burundi en envie de venir en aide ces citoyens qui sont dans une situation de désolation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que le gouvernement prenne une mesure de délocaliser les citoyens qui se trouvent dans les zones à risque. Vous les avez constatés vous-même, que ce soit les écoliers, les dispensaires, les églises et les citoyens. Il faut des mesures de délocalisation afin de les protéger. Certes, ce sont des mesures que nous donnons comme ça, mais nous pensons que le gouvernement, avec les experts, vont donner des mesures concrètes. Mais vraiment, c'est dans l'urgence. C'est dans l'urgence parce que, comme vous le savez, on est aujourd'hui le 16 avril. Et selon les dires des experts, il est annoncé que la pluie va tomber jusqu'au mois de mai. Vous avez constaté avec nous les dangers que les citoyens, les populations des zones que nous avons traversées sont en train de subir. Il y a un problème d'abord des écoles, des hôpitaux, donc les centres de santé, mais aussi vous avez vu que les églises sont noyées. Toutes ces infrastructures publiques, vous voyez même à côté de nous, il y a une école qui a fermé, une école à régime d'internat, mais aussi il y a des écoles qui fonctionnent encore dans des zones à risque. En page société, la pénurie du carburant est toujours d'actualité sur tout le territoire national. À Bujumbura, la capitale économique, la situation ne cesse de se détériorer, à telle enseigne que même la police a de plus en plus du mal à s'approvisionner en carburant. Les conséquences qui résultent de cette carence répétitive de ce produit sont entre autres la montée vertigineuse du ticket de transport qui a triplé dans certaines localités. Plus de détails avec Elvis Niamungere. Depuis le début de cette pénurie de carburant, on n'avait jamais entendu parler d'un quelconque problème d'approvisionnement au niveau de la police. Et pour cause, tous les véhicules de police sont ravitaillés à la station située tout près du marché d'Ichessione. Mais étonnamment, vers la fin de la semaine écoulée, les habitants du quartier Kinama ont été surpris de constater que des voitures policières faisaient la queue à la station top 7 de la place, comme en témoigne ce chauffeur qui était là. Dans la nuit du samedi à dimanche, la station a été approvisionnée en carburant de type mazout. On a alors vu des véhicules policiers qui venaient eux aussi s'approvisionner. C'était la première fois qu'ils se mélangeaient avec des civils.
Comme on est au courant qu'il y a une station qui ne distribue le carburant qu'aux policiers, on s'est alors demandé s'ils n'en disposaient plus ou si tout simplement ces policiers venaient vider cette station pour après aller vendre ce carburant au marché parallèle. Et quand on a demandé des éclaircissements à ces policiers, ils nous ont tout simplement répondu qu'on était libre de croire en ce que l'on voulait. Les inquiétudes de ce chauffeur seraient-elles fondées ou non? Ce qui est sûr, c'est que sur le marché noir, le carburant coule à flot sans que les fraudeurs soient inquiétés. Et comme toujours, c'est le citoyen lambda qui en paie les frais alors que la plupart des Burundais font face à une pauvreté sano. Ce taximène qui s'est confié à la RPA nous décrit la situation sur le terrain. On s'ajuste à la situation du moment. Par exemple, du centre-ville de Bujumbura à Tcharama, la course se fait à 30 000 francs burundais car on achète 1,5 litre d'essence à 15 000 francs. Mais avant, le même trajet s'effectuait à 10 000, voire 12 000 dans certains cas. C'est vrai que ça nous fait mal de faire payer cher à nos clients alors qu'on sait très bien qu'ils ont eux aussi du mal à joindre les deux bouts du mois. Mais hélas, on n'y peut rien. Exaspérés par la situation économique qui ne cesse de se détériorer, ceux qui se sont entretenus avec la RPA demandent au gouvernement de leur épargner les bons discours en honorant les promesses de faites en septembre 2022 par le président de la République en personne, comme quoi la pénurie du carburant ne sera plus qu'un mauvais souvenir vu qu'il a pris en main ce secteur. Les conséquences liées à la pénurie du carburant se font sentir aussi en province Changuzo. Des habitants de cette localité révèlent qu'ils font face actuellement à une hausse des prix de transport. Une somme estimée entre 5 et 10 000 francs burundais a été majorée dans certaines localités, au moment où dans d'autres, les prix ont été augmentés d'une somme comprise entre 3 et 5 000 francs burundais. Eric Nyonzima nous fait le point. Le problème lié à la pénurie du carburant continue de causer de multiples conséquences dans la province de Changuzo. À part qu'il est tellement difficile d'avoir le déplacement dans la dite province, même le prix du transport a monté de façon inquiétante. Cet habitant indique que la distance où il payait 19 000 ces derniers jours, aujourd'hui c'est 30 000, ce qui est le cas même dans d'autres localités de la dite province. Le carburant est devenu un sérieux problème. Même la vie est devenue très chère ici à Changuzo. Avant la pénurie du carburant, de Bujumbura à Changuzo, nous payions 19 000. Mais actuellement, tu ne peux pas voir même un seul bus qui vient ici. Pour les bus qui utilisent le mazout, de Bujumbura à Changuzo, c'est entre 30 000 et 35 000. De Luyigi vers Changuzo, avant cette pénurie de carburant, nous payions 4 000. Mais aujourd'hui, c'est entre 10 000 et 12 000 francs burundais. De Changuzo vers Mishiha, avant c'était 5 000, mais actuellement c'est entre 12 000 et 15 000. Vous comprenez que c'est très grave. De Changuzo à Muyinga, c'était 10 000, mais actuellement c'est 20 000. En plus de cela, même les prix pour les mollets qui utilisent le carburant pour avoir de la farine ont été augmentés. Là aussi, la population fait savoir que ces prix ont doublé. Même les propriétaires de moulins ont augmenté les prix. Avant, pour moudre 1 kg de riz, on payait 80 francs burundais. Mais actuellement, c'est 150 francs burundais. Vous comprenez que ce n'est pas facile du tout. Actuellement, la population de la province Changuzo fait savoir qu'elle est dans une désolation totale à cause de la pénurie de carburant. Pire encore, nos sources dans la même province indiquent que cette pénurie de carburant a en même état causé la hausse d'autres produits de première nécessité qui, à leur tour, ont été augmentés au-delà de leur prix actuel. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 16 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin et les Méchas, je vous présentais ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée.